Chaque début d'année promet la même chose, le futur. Mais derrière les concepts spectaculaires et les annonces qui brillent au CES de Las Vegas, le plus gros salon high-tech, une question revient toujours, qu'est-ce qui va vraiment compter? Cette année, ce n'est pas une innovation isolée qui ressort ni un gadget de plus, ce qu'on a vu émerger, c'est un changement beaucoup plus profond. Des écrans qui disparaissent, une IA qui se fait oublier, des objets qui s'adaptent enfin à nos usages et une technologie qui cherche moins à impressionner qu'à s'intégrer. Dans ce gros sujet, on va pas juste lister les nouveautés, on va essayer de décrypter les grandes directions tech de 2026, celles qui ont une chance de sortir des salons et d'entrer dans nos vies. Comment ça va mes petits osios? Super. Écoute, ça va et toi? Alors, ce retour de Las Vegas? Écoute, ça s'est super bien passé. Ouais. Franchement, alors toi tu connais j'ai les Vegas coulisses, et tu oui. sais ce qui s'y passe Oui, là-bas. mais j'ai les coulisses aussi de ton voyage, donc je sais qu'il s'est plutôt bien passé. Ouais, non, franchement, ça s'est super bien passé. Franchement, c'est rare que je fasse un voyage aussi bien goupillé Ouais. comme ça. Et j'ai vu le monsieur se prive de rien, genre il y a ton blast sur le dôme de la... Sur la sphère, ouais. Normal, ouais. au calme. Ah, mais ça, en fait, pour tout vous raconter, je suis parti avec Lego là-bas. Ouais. Et Lego, mais déjà, c'est la première fois qu'ils venaient au CES. Ouais. Et ils ont fait ça en grande pompe. Mais je sais pas combien ils ont foutu dans cet événement finalement. En même temps, le move qu'ils font, il est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on parle quand même d'un outil, d'un truc qui est... Une petite brique, Tu vois, une briquette. tu vois la tech et Lego, normalement, Ah oui, c'est deux mondes pas qui ne associé, se ouais. parlent pas. C'est Il n'y a clair. pas d'écran, il n'y a pas de pile, il n'y a rien, il n'y a pas d'énergie. Et tout d'un coup, ils ont réussi à quand même innover pour faire ce truc-là. Ça a l'air assez fou. Ah ouais, Après, bah, le président actuel, quand tu vois comment il a redressé Lego en 2 ans, c'est une machine, le gars. Donc, Ah ouais, c'est vrai. franchement, s'il s'engage là-dessus, je pense que déjà, il a la confiance des investisseurs et en plus, il va le faire en suivant la stratégie qu'il a mis en place avant. C'est réduire la gamme. On fait des briques et on fait des partenariats stratégiques avec des licences que les gens aiment bien. On rentre un peu dans la pop culture. Non, mais et tout ça. exactement. Non, mais ouais. du coup, je pense qu'en plus, tu vois, les gamins aujourd'hui, ils vivent d'écran, ils vivent d'interactions avec du jeu, avec des machins. Ouais. Et je pense que là, ils ont repris pour 100 ans de vie tranquille parce qu'ils ont réussi à se câbler sur une nouvelle génération pour qui jouer avec des objets physiques, c'est devenu très, très secondaire. Et surtout, rappeler la nostalgie de l'époque. C'est-à-dire que toi, par an, tu vois des nouveaux Lego sortir, tu te dis, mais c'est incroyable, plutôt que les C'est écrans, clair. je vais acheter ça. Et en plus, tu as des Lego qui sont incroyables en déco. Et j'en sais quelque chose, on a reçu un Noël encore. Deux, techniquement. Et oui. Ouais. Mais on va en parler de ça, Ouais. des nouvelles Allez voir technos les stories de de Lego. Quentin. ça Mais vaut ouais, le coup, allez voir, notamment, la tu vidéo. parlais de ce qu'on a fait à côté de la sphère. Ouais. Ils ont simplement privatisé la sphère, qui est cet quand même énorme un globe truc. lumineux à Ouais. Las Vegas, où simplement ils ont mis sur une stage un X-Wing taille réelle, fait en Lego, 1 Ouais. 1.1, avec à l'intérieur un joystick pour pouvoir faire le combat pour aller détruire l'étoile de la C'est mort. tellement dommage que t'as pas réussi à rentrer avec le casque parce qu'il t'allait tellement Ah, bien. Il était zinzin. Il t'allait tellement bien, le Putain, casque. je crois que je vais en commander un juste pour le souvenir, J'avoue. pour le reminder. J'avoue. Mais en tout cas, ouais, l'événement était dinguissime. Et franchement, je trouve que. Alors, moi, ça faisait 5-6 ans que j'étais pas allé au CES. Excuse-nous. Parce que, en fait, au bout d'un moment, les actus se ressemblent vachement, je trouve. Oui, d'une puis année à après, il y a l'autre. eu le Covid aussi, Et déjà. puis, il y a eu le Covid qui est venu a terminé entre-temps un et peu tout. le truc. Et je trouve que cette année, il y a une effervescence qui était un peu différente des autres. Alors, Je sais pas si t'avais vécu le truc. Toi, tu faisais Vivatech avant ou pas? Parce que moi, CES, j'ai pas fait. Vivatech, moi, ça m'avait saoulé. C'était avec tout le monde qui faisait du logiciel. La première fois que j'avais été, c'était la magie, c'était les robots, c'était Ouais, c'est ça. tout un tas de trucs palpables. C'est et tout, exactement la t'avais même les logique, box, hein. machin. Et en fait, au bout d'un moment, ça m'a saoulé. C'était tout le temps, oh, nous, on fait ça, nous, on fait ça. Puis avec l'IA, ça s'est pas arrangé. Donc. bah après, le CES, c'est vrai que faut y aller en même temps, être très, très grand public dans la tech parce que ça peut aller du truc gadget qui va exciter le geek qui est en moi, comme de la machine à laver. Tu vois, c'est vraiment le consumer electronic show. Donc, dans ce qu'il y a de plus large dans le consumer, donc consommateur. Il y a tout, quoi. ouais, il y a tout. Donc, il y a des trucs, c'est hyper intéressant. Il y a des trucs, c'est beaucoup moins. Après, comme c'est à l'américaine, tu vois, ça envoie les ballons. C'est vraiment ça. Tu vois des camions qui rentrent dans des salons, quoi. Tu te dis, mais what the fuck, tu vois. Il y a ce côté gigantisme à l'américaine, le show, qui est assez intéressant. Mais effectivement, c'est quand même un truc qui est éreintant. Et je trouve que c'est une tannée pour nous, créateurs de contenu, de bien cibler ce qu'on veut voir. Si tu l'as pas fait en amont, si on te lâche là-dedans, c'est un cauchemar pour
pour entrer en ayant fait du contenu intéressant, quoi. Ah, c'est clair, donc tu as toujours les grands points que tu sais que tu vas aller voir parce que c'est des grosses annonces, des grosses marques, et puis après il faut juste que tu te balades dans les je sais pas combien de mètres carrés de surface de ce truc là, en marchant toute la journée sur de la moquette molle. À la fin de la journée t'es complètement épuisé, mais ouais, bah, par exemple j'ai vu que Bugatti sortait une trottinette. J'ai pas vu cette info. Et bah voilà, si t'as entre 700 et 1200 dollars à lâcher, tu peux t'acheter une trottinette Bugatti. Non, moi, si une Bugatti, ce sera la tornade. La tourbillon. La tourbillon. Et ben ils vont sortir dans quelques mois la version pour enfants. Ah ouais? 700 $. Tu l'as vu, le patron qui l'a conduit sous la neige. Moi, de regarder comment elle est incroyable sous la neige. C'est un ouf. Il prend la tourbillon en off-road, enfin pas off-road, mais sur la neige, genre la neige, tu vois. Elle se débrouille trop bien. C'est trop chiant. Il est fou. CEO qui est aussi le CEO de Rimac, je rappelle. Rimac qui, en termes de hyper sportive électrique qui est juste le most du monde. En vrai, si t'es CEO et tu veux pas ce genre de dinguerie, t'es pas CEO en fait. Il faut mais là, permettre de faire des trucs. C'est couillu. Une voiture à l'aise à haute vitesse sera pas forcément à l'aise sur de la neige. C'est même aux antipodes. Généralement, c'est aux antipodes. Mais il y a ça, il y a des ventilateurs pour l'été. Enfin, je l'ai vu ça. J'ai fait une dizaine de petits reels comme ça tout au long du CES pour essayer de trouver les gros sujets et aussi des petits trucs comme ça un peu sympa. Après, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu que, tu sais, en fait, on dit souvent qu'il y a un CES sur deux qui a un petit peu genre qui respire un peu la nouveauté ou le wow effect. C'est un peu comme les versions de Windows. T'en as une qui est bien et une qui est moins bien. Cette année, c'est censé être la version un peu moins bien, mais malgré tout, j'ai vu beaucoup de gens rentrer avec pas mal de smiles. Tu sais, des fois, tu rentres d'une édition, tu dis, ouais, franchement, je sais pas pourquoi j'y ai été. Ouais. Et malgré tout, de tous les bilans que j'ai pu voir de ceux qui sont rentrés du salon, ont quand même dit que c'était une bonne édition. Voilà. Ouais, franchement, j'ai été assez étonné de ce qu'il y avait. Il y avait des trucs vraiment cool. Je peux vous proposer de commencer avec l'informatique invisible, qui est, je pense, le gros point qui va basculer un peu 2026, qui a commencé un petit peu en 2025 avec Meta, notamment les Meta Ray-Ban, mais aussi et surtout les Meta Display. Et ben, il y a beaucoup d'acteurs qui se lancent là-dedans et qui étaient déjà en partie dans ce domaine. Juste avant que tu rentres dans les détails, je veux quand même dire que j'ai l'impression que c'est un des premiers produits de Meta qui fait un vrai buzz, tu vois, qui est au niveau d'un salon. Avant tous les autres produits qu'ils ont fait, ça passait, c'était inexistant, voire ça n'existait pas dans les salons. Là, tu sens qu'ils ont le produit qui ils peuvent être fiers. Le produit tendance, clairement, là, ils ont un produit que moi j'ai vu partout, notamment dans ce salon-là où il y a énormément de journalistes et des personnes qui viennent pour couvrir des sujets, etc. Il y a, j'ai pas envie de donner de pourcentage parce qu'en vrai, ça sera sans doute erroné, mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui portent soit les Meta Ray-Ban, soit les Meta Oakley, etc. Donc c'est franchement impressionnant. Il y a une boîte qui joue un petit peu dans ce game-là, c'est X-Wheel, que tu dois connaître très certainement, Mathieu. Ça fait un moment qu'ils sont dans ces trucs-là de lunettes à réalité augmentée. On les avait vus en 2019 quand on avait fait un CES ensemble à l'époque qui s'appelait Nreal. Tout à fait, exactement. Et écoute, ils reviennent avec le même concept. Et ça s'appelle le One S et le constat est affligeant. Tu vas dans n'importe quelle section du CES, t'as des gens qui font des lunettes. Il y a, je sais pas, j'ai dû en compter une vingtaine d'acteurs qui faisaient des lunettes à réalité augmentée parce que c'est le buzzword d'aujourd'hui. Il y a eu IA il y a quelques années, là c'est les lunettes. Mais c'est fou que ce soit un truc qui traîne parce qu'en fait, c'est pour moi, là d'habitude, tu as les sujets qui arrivent d'un coup. Ça a fait son truc, tu as eu la blockchain, après tu as eu les NFT, après tu as eu l'IA, après avant tu avais eu le Bitcoin, enfin tu as plein de trucs comme ça, tu vois. Ça arrive petit à petit. Nous, côté cyber, on a eu les XDR, machin, on a eu plein de trucs comme ça qui sont enchaînés. Métavers. Et métavers, exactement. je le comptais dans la blockchain et les NFT, mais tu as raison, je devrais parler du métavers. Alors là, pour le coup, ça c'est tellement anecdotique dans mon esprit que j'y ai pas cru à l'époque, j'y croyais pas maintenant. Et si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à retourner sur l'épisode de l'actu de la semaine où on a bien détaillé avec Mathieu le pourquoi du comment. Mais tu vois, les lunettes, j'ai l'impression que c'est le rêve impossible. Ça fait genre, je sais pas, 10 ans que ça parle de lunettes et à chaque fois, tu as des brides technologiques, des brides matérielles qui font que les grands acteurs sont pas en capacité de le faire. Et là, on arrive à commencer à avoir un truc de palpable. Ouais, ça y est, ça commence à arriver, on commence à avoir le truc concret. Et en plus, dans des choses qui sont portables, les associations avec Oakley, avec Ray-Ban se font trop bien. Non, mais ce qui est assez fou, c'est qu'avant même que tous les grands acteurs s'y mettent, parce qu'on va dire que au grosso merdo, aujourd'hui, techniquement, c'est Meta
et dans une moindre mesure Snap, qui maintenant est devenu un peu plus confidentiel, mais qui va revenir encore cette année. Snap sont mais sous perfusion depuis. Ce qui est drôle, c'est que pour l'instant, il y a là les marques qui ont poussé, tu vois, les X-Wheel, que si je t'aurais dit ça il y a 3-4 ans, personne ne les connaissait. T'as des marques comme Viture qui arrivent, t'as des marques inconnues au bataillon, et t'as toutes ces marques-là qui poussent et qui essayent de tirer leur avantage, de sortir avant les grands, avant malheureusement sans doute de se faire éteindre par les grands, justement parce que quand ils vont arriver, ils vont avoir l'écosystème pour eux, tu vois. Donc, mais X-Wheel est en très bonne position parce qu'on en a déjà parlé, mais ils ont un partenariat fort avec Google et Android XR. Et maintenant avec Asus. Ils vont sortir les Asus AR Glasses pour notamment fonctionner avec la ROG Ally, la ROG Xbox Ally qui est sortie, ou même la ROG Ally tout simplement. Okay. Et ce qui est hyper fort, c'est que ça fonctionne simplement avec un câble USB-C. Rappelle-nous un petit peu quel est le positionnement d'X-Wheel, parce qu'il faut le dire aussi quand même avant, c'est un peu un bordel en ce moment, ce marché des lunettes, parce que tu as les lunettes de réalité augmentée, tu as les lunettes IA, on va dire, qui poussent, comme les premières Meta Ray-Ban où tu peux interroger l'IA, et tu as les lunettes qui sont un peu plus c'est de la réalité augmentée, mais c'est vraiment de l'affichage déporté. T'as raison, je vais faire un point parce qu'en plus j'ai pu voir toutes ces nouveautés. Oui. Alors X-Reel avec les One S, c'est hyper intéressant parce que l'idée c'est d'avoir un écran projeté. Donc bête et méchant, que ce soit sur ton téléphone, une console, parce qu'ils viennent aussi avec un accessoire qui s'appelle le X-Reel Neo, qui est une sorte de batterie externe, mais qui est aussi un hub DisplayPort. Ouais. Donc ça veut dire que tu peux brancher n'importe quelle console, que ce soit ta Switch, la PS5, un PC, etc. Moi j'ai joué sur un PC à un jeu que je ne connais pas, mais avec un écran de 171 pouces devant la gueule. Ouais. C'est impressionnant, et en plus cette version permet d'aller jusqu'à 500 pouces. Avec, toi tu vas plutôt le savoir Mathieu, mais 700 nits, 120 Hz, un écran de 52 degrés d'affichage, donc un champ de vision de 52 degrés, ce qui est pas mal. Mais du coup, ça te permet vraiment, un peu comme avec le Vision Pro, finalement, d'avoir, ou sur les Meta évidemment, d'intégrer un très très grand écran dans ton espace. Donc ça veut dire qu'en mobilité, tu es dans le train, tu joues avec ta ROG Ally et tu vas avoir un écran de 70 pouces sur des lunettes ultra légères. Où tu bosses du coup, puisque si tu es dans le train ou quoi, tu peux avoir un écran full size et pas être tout recroquevillé la tête vers le bas dans ton vieux Wigo de con là. Exactement. Et pour toi, mon cher ami, qui est sensible à la cybersécurité. Exactement, il n'y a personne qui va te shoulder surfer. Voilà, exactement. Il n'y a personne qui va venir regarder ce que tu tapes. C'est important. Ils vont juste voir un Golemon taper sur un clavier où il n'y aura pas de PC. Ou alors le mec qui tapait sur le clavier mais avec un écran complètement noir, et toi qui regardes la tête vers le haut comme ça avec tes lunettes sur le nez. Et en vrai, mais tu peux que adhérer. Ça dépend du prix. Je sais pas si t'as de la douloureuse, mais... Eh ben écoute, je l'ai. Ouais, vas-y. Je l'ai. Alors, juste avant, il y a un truc qui est cool. T'as plusieurs modes dans ta vision. Déjà, tu peux le mettre soit avec un écran noir derrière et tu vois juste ton écran, ou alors tu vois ce qui se passe autour de toi. Okay. Ça, c'est intéressant. Tu peux activer en fait. Ouais, tu peux opacifier. Tu peux activer un ultra-wide. Ça, c'est faisable. Et il y a un autre truc que je voulais dire et j'ai oublié pendant que j'en parle, mais c'est pas grave. Si, il y a un suivi de visage, donc l'écran suit ton regard, ou alors tu peux faire un mode Encore qui va figer l'écran à un endroit. En fait, c'est Encore, j'ai vu, tu l'avais dit dans ta vidéo, pour franciser le terme correctement, c'est ancré. Ancré, ouais. Voilà, exactement. Oui, tu matérialises dans l'espace et si tu tournes la tête, l'écran il reste figé comme s'il était accroché physiquement. Exactement. Alors que l'autre, si tu tournes la tête à droite, l'écran va rester devant là où tu regardes. Tout à fait. Exactement. Pour le prix, c'est déjà disponible pour le One S, 500 €. C'est pas si cher. Hein. C'est pas si cher. C'est pas mal. Hein. En fait, tu rapportes ça au fait que tu peux utiliser en mobilité un peu n'importe où et que ça peut remplacer typiquement un écran chez toi. En vrai, c'est le prix d'un bon écran et c'est inférieur à ce que tu peux avoir dans les Samsung OLED, G9, Odyssey, tous ces trucs. Mais c'est peut-être là où j'ai envie d'éteindre l'engouement des gens autour du produit. C'est Quentin qui va nous le dire. Quentin, il y a un truc qu'il faut vraiment préciser. C'est ça qui va faire qu'on achète ou on n'achète pas. Les 50 degrés de champ de vision, parce que c'est pas un casque VR. Ouais. L'avantage du casque VR, tu as tout le champ de vision qui est pour toi, qui va jusqu'à 100, 110 pour les casques. Là, tu as 52. C'est l'effet un petit peu qu'on dit souvent HoloLens. Comment tu l'as trouvé, ces 50 degrés de liberté, ces 50 degrés de FOV, de champ de vision? En vrai, ça va. C'est pas mal. Hein. Parce que dès que tu vas commencer à lever un peu la tête ou un truc comme ça, tu vois que l'écran, il s'efface. Il se découpe, ouais. Alors moi, ce qui m'a un peu posé le problème, il a fallu que j'aille un petit peu dans les réglages de ce truc-là, même s'il y avait 1 milliard de monde à côté de moi, c'est que l'écran est un peu haut.
C'est ça. Du coup, il a fallu régler pour le remettre vraiment précisément à ma vision. Et puis en plus, il y avait plein de monde. T'es là, tu gères la caméra, tu gères ces trucs-là. Donc c'est un peu compliqué de bien fine-tuner un petit peu tous ces trucs-là. Donc en vrai, je pense que soit je fais une collab avec la marque, soit je les achète pour les tester et voir ce que ça peut donner. Ça a l'air vraiment cool. En vrai, je serais curieux même moi de les tester. Mais quand tu parles de réglage, on parle de réglage matériel. C'est-à-dire il faut physiquement réaligner l'écran pour qu'il soit devant ton regard ou c'est au niveau du logiciel? C'est logiciel. Okay. C'est logiciel, tu peux le un peu... comme un vidéo proche, quoi. Ouais, tu vas comme régler si t'ancrais, tu peux le mettre un peu plus en haut, un peu plus au milieu, un peu plus en bas. Okay. Et ça ajuste pas un truc physiquement dans les lunettes. C'est vraiment que logiciel. Okay. Ouais, il faut vraiment visualiser dans le verre de la lunette. Comme si vous enleviez vos lunettes de soleil ou vos lunettes de vue actuellement, vous mettez un petit carré un petit peu en haut de la lunette et en fait à l'intérieur est projeté l'écran. Donc en fait physiquement le truc peut pas être ajusté, mais dans le logiciel il peut se déplacer. Okay. Donc ça c'est assez intéressant. Et là où c'est très chouette avec la version de Rogue, exactement, ils ont fait ouvert notre joueur à côté, Rewan, qui aime jouer à Battlefield. Dis-lui pourquoi les Rogues sont celles qu'il doit prendre. Bah déjà visuellement il y a un côté un peu plus sympa, un peu plus esthétique, gamer, un peu gamer, mais surtout t'as 240 Hz embarqué. T'as une meilleure résolution, j'avais noté sur les One S 1200p en Full HD. C'est ça. Je crois que c'est un peu plus élevé. Dans la dalle. Et t'as surtout un champ de vision qui est de 58. De 58, j'avais 72 en tête moi. Non, 70 c'est le max en ce moment, c'est les Meta Orion par exemple. Alors je me suis gouré. 58. C'est 58, j'ai vu ta vidéo aussi. Eh ben voilà, je le dis. Je l'ai pas dans mes notes, mais je l'ai précisé dans la vidéo. Mais en tout cas, 58 degrés, c'est vraiment pas mal. Malheureusement, j'ai pas pu les tester sur place parce que c'était un tel bordel que bon. Mais par contre, je vais les essayer très prochainement avec Asus a priori, donc à voir ce que ça va donner là aussi. Et comme je vous l'ai dit, l'état de l'art actuellement du FOV, c'est 70. Donc 58 déjà, t'es quand même bien. Déjà, t'es dans le haut du panier, on va dire. Et surtout sur des lunettes qui sont hyper légères, qui sont assez fines à porter, qui font pas... alors, tu fais gamer, c'est clair, t'as des lunettes qui sont un peu épaisses avec des grosses branches, mais ça fait pas non plus gros casque, tu vois. Il y a vraiment un entre-deux qui est intéressant cette année. Je trouve qu'ils ont développé cette technologie pour que ce soit visuellement intéressant. Dans les technos, ça l'est aussi, et surtout dans la connectivité, ça l'est, parce que finalement, un câble USB-C, tu te connectes à n'importe quoi. Avec le Neo qui coûte environ $100 a priori, tu peux brancher n'importe quoi en DisplayPort dessus. Donc vraiment, il y a de l'avenir pour ce truc-là. Et avec les lunettes Rogue, ça vient avec un dock pour justement avoir beaucoup plus de patates et de données à envoyer dans les lunettes. Donc franchement, ça c'est une vraie techno qui est en train d'exploser sur le salon. C'est une manière, comme le disait Mathieu, cette réalité augmentée avec un écran. Mais il y a d'autres lunettes qui existent qui là embarquent c'est des lunettes beaucoup plus discrètes qui embarquent de l'IA. C'est XGIMI qui a sorti une nouvelle marque qui s'appelle MemoMind. Et leur idée à travers ces lunettes, c'est d'avoir... comme si on avait des lunettes qu'on portait tous les jours, qu'on achète chez l'opticien, donc vraiment plus discrètes, mais qui embarque à l'intérieur un écran projeté qui va nous donner des informations. Alors c'est quand même beaucoup plus sommaire, on voit vraiment que des lettres. J'ai vu, alors XGIMI, on rappelle, c'est quand même des fabricants de vidéos proches à la base qui sont assez connus dans ce domaine-là, et du coup ils ont quand même une technologie de projection justement qu'ils ont à faire valoir sur ces lunettes-là. D'ailleurs j'ai trouvé qu'ils avaient des jolis modèles. Il y avait des rondes que je trouvais plutôt sympas. Les rondes, les carrés, en fait, c'est des modèles qu'on peut vraiment porter dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est intéressant. Après, je suis un peu plus dubitatif, moi, sur l'usage. Donc j'attends de voir ce que tu peux en penser. Parce que, en fait, c'est juste imagine un chat GPT qui... Ouais, t'as le prompt, t'as juste le texte qui s'affiche. En fait, ça peut t'afficher des infos. Ça donne ton agenda. C'est ça, tu poses des questions, il va te répondre en texte. Il y avait une autre paire qui faisait ça, mais les gens, ils s'en servaient en général comme un téléprompteur invisible. Enfin, exactement, ça fait la même chose. Ça, c'est cool. Alors, moi, ce qui me dérange un peu avec ces lunettes, et cette techno de manière générale, ils en sont vachement dépendants, c'est que ça t'affiche un écran vert. Oui. Et tu peux pas changer ce truc-là, changer le HUD pour mettre en t'as un blanc, Amstrad du noir. Ouais, t'as un terminal, t'as littéralement un terminal devant ton nez, il est connecté, je crois que c'est connecté à ton téléphone pour toutes les infos au travers du net et tout ça. Donc il y a une idée plutôt cool, c'est que tu veux des infos, ça te donne les infos. Va pas aller au-delà, c'est-à-dire t'as une question à lui poser, il va t'afficher le truc, c'est quoi ce bâtiment. Il y a une caméra dessus, je crois, non? Pas sur ces modèles. Pas sur ce modèle-là, je crois qu'il y en avait, je sais plus c'était lesquels. En vrai, ça fait tellement genre, déjà, tu sais, les lunettes, elles sortent et elles sont déjà trop old school, en fait. C'est ça le problème. Aujourd'hui, en 2026, tu peux plus faire un affichage en disant, non, mais c'est que des lettres. Alors, je suis pas forcément d'accord. Tu vois, admettons, tu veux vraiment réduire à son minimum, c'est-à-dire en termes d'autonomie, en termes d'épaisseur et en termes de prix, pourquoi pas. Tu te dis, je fais les lunettes très fines, très petites,
t'as ton terminal. Si t'as besoin de poser une question, t'as un micro et puis du coup, t'as le truc qui se raffiche devant toi. Ouais, Moi, mais- je vois, ça fait sens. Après, encore une fois, je répète ma phrase que je donne régulièrement. Il n'y a pas de mauvais produits, il n'y a que des mauvais prix. Non, mais par exemple, dans ce cas-là, je comprends pas. Enfin, tu vois, moi, je suis utilisateur des Meta Ray-Ban première du nom qui n'ont pas d'écran. Ouais. Ben, j'arrive pas à voir la plus-value de cet écran vert avec des lettres versus mon Meta Ray-Ban où je vais juste avoir l'information de manière audio Bah et voilà. ça me va en fait. Bah, Alors du coup, si je j'ai- peux te partager les détails, Vas-y. sur ces lunettes par exemple, puisque j'ai pu les tester, tu as d'abord un affichage qui te permet d'avoir l'heure, la date et tes informations. Donc tu le disais très bien Rewan, tu as ton calendrier, tu as tes notes, tu as des actualités, enfin ça tu peux le personnaliser dans l'application. Là où tu peux aller plus loin, c'est que tu peux connecter plusieurs LLM dessus, tu choisis. Par exemple OpenAI, donc tu peux lui poser des questions, tu as effectivement un micro mais tu pas de caméra donc il sait pas ce qui se passe autour de toi. En revanche dans les lunettes, dépendamment du modèle que tu vas avoir, s'ils en ont sorti 3, soit tu as 2 affichages sur les, donc un dans chaque verre, soit tu as un seul affichage dans un verre avec des haut-parleurs dans la branche de lunettes et tu as un modèle beaucoup plus simple juste avec les haut-parleurs il me semble. Et en fait derrière c'est que tu peux effectivement interagir avec cette intelligence artificielle en lui posant des questions sur un endroit où t'es, par exemple, sans qu'il le voie, mais tu peux le préciser. Je suis devant le Mac and Peace, tu peux me donner des détails. Tu peux aussi avoir le fameux prompteur dont tu parlais. Tu peux aussi faire de la traduction instantanée. Et Oui, ce qui est chouette, ça, c'est c'est que cool. tu as un visuel par rapport aux Meta Ray-Ban qui ne l'ont pas. Là où les métadisplays sont potentiellement plus intéressantes là-dessus, surtout que c'est en couleur, tu as des vraies icônes avec de la vraie manipulation avec un bracelet. Là, on est quand même sur un prix qui n'est pas encore annoncé, mais on a peut-être une idée qui serait sur une sortie courant 2026 pour $599. Là, c'est quand même relativement cher. Ça pour ce que reste propose. hyper cher. Ouais. Le seul truc par rapport au métadisplay, si vraiment on devait les comparer, parce que visuellement ça pourrait faire un peu la même chose, c'est que ces lunettes-là ont vraiment la gueule de vraies lunettes. Ouais. Alors que les métadisplays sont beaucoup il y a plus encore plus imposantes, épaisse, etc. Mais bon, il y a des vraies innovations. Je trouve que ça devient vachement intéressant parce qu'il y a pas mal de marques qui essaient de faire des propositions. Est-ce que celle-là, c'est la bonne? Sans doute pas. Je pense pas, non. Mais Tu vois, bon, même le coup de dire, ouais, on peut choisir les LLM, qui ont envie de choisir. Enfin, tu vois, les gens Oui. maintenant, c'est soit ils ont Même leur moins de LLM choix, et à puis c'est eux, tout. voilà, ils ont ChatGPT, tu vois. À la Complètement limite, d'accord. pour choisir, tu le choisiras une fois. Je dis, ah oui, moi, je suis plutôt Team Gemini, par exemple. Bon, je vais mettre Gemini par défaut, mais après, plus jamais j'y touche. non, quoi. je pense que c'est plutôt à la configuration. Ouais. Tu te dis, bon, c'est libre, tu commences, tu dis, bon, ton nom, ton adresse, et puis après, c'est quoi le LLM que tu veux choisir, quoi. Donc, dans ce truc-là, c'est cool. Et leur idée derrière tout ça, c'est de dire, bon, voilà, t'as une paire de lunettes qui est portable toute la journée et sans faire de rupture sociale, puisque les gens voient pas que t'as un écran. Mais c'est vrai que le côté projection est cool. Je sais pas, ils ont pas su me donner la réponse si c'était des technos de chez Xgimi qu'ils ont récupéré. Quoi qu'il en soit, c'est un truc qui fonctionne. À filmer, c'était un enfer. Mais par contre, c'est... Il y a un intérêt dans le sens où t'as des bons haut-parleurs, t'as des informations devant toi. Si ce genre de produit pète, on va en chier, nous, les créateurs de contenu, vraiment. pour filmer ces écrans-là, c'est l'enfer sur Alors, Terre, quoi. il y a un mec, il avait imprimé en 3D un support dans lequel tu mets l'iPhone et tu mets les lunettes. Donc, c'était chez X-Read qui faisait ça. Ok. Et donc, du coup, tu pouvais filmer le contenu. Et du coup, dès que j'ai vu le mec faire ça, je dis, mais frérot, fais-moi un airdrop Donne. tout de suite de la vidéo. Donne. je lui ai cramé sa vidéo direct. Et c'est ce que vous voyez, l'extrait de Mario d'accord. Kart que vous voyez. C'est issu de ce truc-là. J'aurais dû le prendre en photo d'ailleurs, c'était marrant. Mais ouais, très très fou. Et je trouve que les lunettes, il y a un... comme je vous le disais, il y avait une dizaine, une vingtaine de marques et il y a plein de solutions différentes et on arrive dans l'âge d'or de la lunette. C'est un truc de dingue. Je pense que c'est le futur des écouteurs. Tu vois, un peu comme il y a eu C'est le futur du smartphone. Le futur, le futur des accessoires que l'a été par exemple les AirPods ou peut-être pour certains les smartwatches, même si j'ai l'impression, voilà, ça va être, ça se trouve, ça va faire un gigantesque bide. Hein. Pour l'instant, je trouve que c'est encore un peu. C'est mythique, mais quand on voit ce que fait Meta, on a envie d'y croire et en même temps, on se dit putain, il y a peut-être énormément moyen que les gens se disent mais moi, porter des lunettes, flemme tout le jour. Tout le temps, mais en fait, la différence avec d'autres produits qui peuvent être un peu moins mainstream, les lunettes, tout le monde en porte. Ouais, mais l'été, on porte des lunettes de soleil. d'accord. La journée, on peut porter des lunettes de vue. Ouais, mais ceux qui portent des lunettes et qui n'ont pas de problème de correction de vue, ils portent des lunettes l'été, tu vois. Par contre, moi, les je porte porter des tous les jours. lunettes lumière bleue, par exemple. Bah ouais, tu moi vois. aussi. Oui, des mais- lunettes oui, qui je évitent de suis forcer d'accord. sur les écrans. Mais moi, pour vous dire ça, c'est parce que j'ai déjà eu ce débat il y a très longtemps, au début de mes émissions, quand on a commencé à en parler aussi.
Et il y a des porteurs de lunettes qui disaient qu'ils ne comprenaient pas comment des gens qui n'ont pas besoin de correction de lunettes pouvaient croire que ce truc-là va marcher. Ce qu'ils disent, nous, porteurs de lunettes, c'est un enfer quotidien de les porter. Il dit, moi, mon rêve, c'est de ne plus en porter, quoi. Tant qu'on en est à parler des lunettes, je voulais vous juste mettre un petit focus. D'ailleurs, c'est un petit jeu de mots, j'ai pas fait exprès. Sur une paire de lunettes. Très fort. Ouais, qui s'appelle les XI lunettes. Donc, c'est IXI. Et en fait, c'est des lunettes qui sont pas du tout dans le délire d'écran, de quoi que ce soit. C'est des lunettes qui sont capables de faire de l'autofocus. C'est-à-dire qu'ils vont se baser sur le suivi des yeux, qu'on connaît bien, nous, dans la VR, qui s'appelle le eye tracking, et qui permet, par exemple, d'aller sélectionner un menu, comme dans l'Apple Vision Pro, etc. Ben, ils vont utiliser cette technologie-là, grâce aussi à quelque chose qui utilise une très, très basse consommation. En gros, c'est un combiné de LED plus des photodiodes qui va leur permettre de faire une mise au point extrêmement rapide en moins de 0,2 secondes. Et bien, ça serait simplement de remplacer ou de compléter les lunettes à verre progressif. C'est cool. C'est très fort. C'est-à-dire que ça s'ajuste en fonction de l'eau que tu regardes. Exactement. C'est stylé. Donc, si tu as des problèmes de vue, tu mets ces lunettes, t'as plus de problème de vue. Alors moi, je suis pas un expert en lunettes. Je sais que les verres progressifs, c'est banger, mais en même temps, ça a aussi ses inconvénients. Il faut s'adapter. Je crois que les gens qui passent au verre progressif ont toujours tendance à regarder en dessous, au-dessus, machin. C'est ça. Donc, il y a un délai d'adaptation. Et là, du coup, ça pourrait venir peut-être régler ce type de difficulté avec les verres progressifs. Je vous propose de passer à un deuxième point que j'ai beaucoup vu et qui est une tendance, alors depuis quelques années, mais là on voit fleurir un petit peu, fleurir méchant, des produits. C'est la modularité physique qui revient vachement fort. La modularité. Personne l'a relevé. Il y a Fleury Michon et la modularité. C'est de l'informatique chez Harry Potter. Tu sais, c'est l'accident où il y a un premier carambolage et ça en entraîne un deuxième. Il est en train de faire un AVC. La langue, la langue a fait une sortie de route. Ouais, je te jure. En tout cas, la modularité physique revient, mais intelligemment, notamment avec le Lenovo Legion Pro Reliable. Je sais pas si vous l'avez vu, celui-là. Non. Le concept est très chouette. C'est un PC avec un écran OLED et globalement avec une combinaison de touches, tu passes d'un écran de 16 pouces à 21,5 pouces à 24 pouces en mode ultra wide. Alors, pardon, je l'ai vu, mais j'avais vu l'ancienne version qui était en fait celle qui se déroulait. Que je crois que Linus Tech Tips il avait présenté chez. C'était pas Jimmy Fallon, c'était l'autre, mais bref. En vrai, le concept est bien. Hein. Maintenant qu'on est dans l'ère des écrans Jimmy Fallon, ouais, t'as raison. Mais c'était pas Jimmy Fallon devant. C'était pas devant lui, c'était l'autre qui présentait là. C'était pas Corm. Je sais pas, le roux là. Il est repassé devant Jimmy Fallon récemment. Mais en tout cas, t'avais les deux modèles qui étaient présentés là sur le salon. Et ça, pour le coup, ça fait un truc. C'est un produit qui est convoité depuis un certain temps. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque du projet, je crois que c'était Valkyrie de Razer. Où en fait c'était un PC portable ou alors un module, je sais plus, je crois qu'ils avaient fait les deux, où en fait tu pouvais ajouter deux écrans à ton écran en tirant de chaque côté, ça te faisait une config triple écran. Exactement. Et en fait, à voir dans comment dire en termes de solidité et puis de longévité de ton produit, mais avec Samsung qui te sort des trucs qui se plient 3 fois ou 2 et qui sont relativement fiables maintenant, en vrai pourquoi pas adapter ça sur des PC? Non mais je trouve que ça serait bien qu'on arrive enfin un peu au côté mainstream des écrans qui se déroulent, qui se déplient et tout, parce que c'est bon, tu vois là. Ça reste le rêve depuis longtemps. Alors spoiler, moi je me trimballe avec un second écran. Des fois quand je vais au taf, on est en flex office, des fois je suis pas toujours sûr d'avoir flex office, ça veut dire que quand tu vas au bureau tu te la pètes. C'est vraiment pas ça. Hein. Flex office, c'est t'arrives au bureau, t'es pas sûr d'avoir une place. Et si t'as une place, elle est à chier. T'as ton collègue qui a débranché la base et c'est à toi de la rebrancher. Il y a des tasses de café de la veille dessus. Et ça, c'est si t'arrives à t'asseoir. D'accord? Et bien, des fois, tu t'assois, t'as pas d'écran. Donc, c'est pour ça que j'amène du coup un second écran que je peux brancher en complément de. Tu sais, c'est un écran portable bien sûr. tout basique, quoi. Donc, moi, je suis typiquement la cible de ce genre de truc-là. Alors, bon, si je pète l'écran, je dois pas acheter la voiture en entier, tu vois, ce qui est le cas avec cet écran-là. Et encore une fois, vu que c'est une technologie naissante, je sais pas à quel prix ça va être proposé, mais le concept est cool et ça se popularise. Et je dis ça en daily drivant à Samsung Galaxy Fold. Après, moi, j'ai toujours été plus fan des écrans qui se déroulent que des écrans qui se plient. En vrai, je trouve que le système tu vois, quand tu le vois dérouler... Moi, je me chie dessus. Je le vois se plier, je me chie. Mais par contre, en fait, c'est un peu comme le Fold. T'as aussi les petites bordures, que les gens reprochent en disant mais sur ton truc, il y a des bordures. Tout le monde dit ça, je les vois pas. C'est une fois que tu t'en sers, tu ne les vois plus. Évidemment, mais c'est fou que les gens critiquent. Dès que tu daily drive quelque chose, en fait, en tout cas là-dessus, tu le sens pas, que ce soit au doigt ou visuellement. Alors, au doigt, je le sens, mais je fais plus attention. Mais par contre, visuellement, sur les contenus, que ce soit sombre ou lumineux, non, bah non.
Mais je veux dire, une différence entre tu le vois, tu le sens et ne pas le voir, tu vois. Mais là, t'as les rageux qui vont dire oui, mais c'est parce que t'as tellement payé cher ton produit qu'en fait, tu fais semblant de pas les le gars, sentir. il y a des trucs que je paye cher sur lesquels je chie, mais de toute mon âme. Hein. C'est clair. J'ai précommandé. C'était quoi que j'ai Watch Dogs 1, je l'avais précommandé, les gars. Donc, vous inquiétez pas, je chie sur les trucs chers. Mais Quentin, est-ce que ça y est? Est-ce que c'est un truc qui est sous vitrine, sous verre et tout? Est-ce qu'on va pouvoir se le prendre, se l'acheter ou pas? Ou encore une fois, on se fait ken, c'est un concept? Alors, c'est un concept. Et voilà, on s'est fait ken. Voilà. Fin de l'histoire. Merci. Fin de l'histoire. Allez, c'est ciao. Ciao, bonsoir. Merci pour l'épisode, ça fait plaisir. Allez, Oh, la blague du faux jingle. Ah, vraiment. Après, c'est un truc. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à en parler et tout ça. Ça fait un moment que Lenovo, Razor, enfin, il y a beaucoup de concepts Razer. qui commencent. Razer, ouais, j'arrête pas de dire Razor. Non, mais je sais pourquoi. Ouais, ouais, exactement. Mais ça m'a matrixé. En tout cas, c'est un truc que je pense qui a de l'avenir. Déjà, parce qu'en fait, quand tu commences à le manipuler, c'est trop fou. Oui, mais on dit ça Ouais. depuis 10 ans, les mecs. Non, mais les attends. écrans roulants, déjà. Il y a de l'avenir. Mais Oui, tu vois- ça y est, Mais 2026. Ouais, on mais est regarde les l'avenir. smartphones chez Xiaomi, ils avaient sorti un modèle comme ça qui était pas loin de voir le jour. T'as du triple folding, ça va arriver. Ça va arriver fort. Et encore une fois, hein, vous pouvez chier dessus tant que vous voulez. Quand vous l'avez dans les mains, vous pourrez plus passer à autre chose. C'est trop agréable. Mais par contre, tu vois, je viens de penser à un truc pendant qu'on en parlait. Aujourd'hui, c'est intégré à Lenovo. Parce que Lenovo, ils doivent un peu miser sur la techno. Ils ont peut-être, je sais pas, c'est peut-être un écran Samsung d'ailleurs, je sais même pas. Samsung. Probablement. Je sais pas. Demain, t'es pas à l'abri d'avoir un accessoire, une espèce de petite barre que tu transportes qui est ton écran portable et t'appuies sur un bouton ou alors tu le déroules physiquement. Et en fait, ça te fait vraiment un écran de, je sais T'as pas. un parchemin, mais Ouais, qui a t'as un écran. parchemin qui a un Mec, écran de ça, 24 c'est pouces. des vidéos concept de l'an de grâce 2013. Mais Samsung qui te fait voici le futur. On est Mais- en 2026, ça fait 13 ans. Ces putains Je suis d'écrans mort. qui se déroulent, on les attend toujours. Mais continue de chier dessus. Moi, je suis certain que ça va arriver. Donne-lui ben, un peu de écoute. temps. C'est beaucoup plus concret que le métavers de, Ah bah, j'espère de Zuckerberg. J'espère bien qu'en 2072, ça sera disponible, ces En écrans qui se 2077, déroulent. let's go. En vrai, si je pense être honnête, en 2027, je pense qu'on en a. Honnêtement. Je pense aussi. On en Honnêtement. a déjà. Et puis ouais, en tout cas, ce concept, moi je sais pas, cette techno m'attire beaucoup. Le fait de pouvoir avoir un PC 16 pouces et dire, bah tu peux le transporter et qu'en utilisation tu passes à 21,5. Ta c'est- chaîne de chouette. montage à l'hôtel, là, Ah, t'en ben aurais ouais. bien besoin d'avoir ton gros écran. Climax, mon gars, le jour où ça sera disponible, plus personne n'en aura rien Mais ça à va carrer être parce dispo. qu'on aura les lunettes. Du coup, Alors peut-être. Y a pas on tort. n'en a plus rien à carrer. Ça, c'est peut-être la réalité Ah, des choses. punaise. En fait, ça dépend, comme dirait One, du prix. Ok, ça va sortir, à savoir 4000 boules. Monsieur, nous sommes fans Voilà. de la technologie invisible. Pour l'instant, il existe, mais tu peux pas l'acheter. Est-ce que c'est pas ça, finalement, la réalité virtuelle? Hop là. Exactement, allez hop, c'est cadeau. Pour enchaîner, je voulais vous parler d'une marque qu'on a introduit au début, Lego, qui joue évidemment dans la modularité avec leur nouvelle brique intelligente qui s'appelle des Smart Bricks. Pour vous résumer un peu comment ça fonctionne, vous avez un set Lego classique. Là, ils ont sorti toute une panoplie, donc 3 sets Lego avec Star Wars. Les Lego Star Wars Smart Play, c'est la technologie qui s'appelle comme ça. Et la plateforme Smart Play repose sur 3 choses fondamentales. La Smart Brick, du coup, c'est une brique 2x4 classique Lego. Tu fais rêver le portugais qui est en moi. La smart brick. Il a le caleçon qui mouille, là. Ah, là, de ouf. Là, j'ai envie d'appeler mon père. Papa, mort. la smart brick. Papa, est la là. smart brick. La smart brick arrive. Je te filerai un set, Mathieu, pour ton Je papa. veux. Et donc cette petite brique, elle intègre à l'intérieur un micro-ordinateur, des capteurs, des LED, des haut-parleurs, et ça doit être couplé à un smart tag. C'est une pièce plate rouge qui identifie en fait un vaisseau, une station, un élément, une scène de combat par exemple, dans l'occurrence avec Star Wars. Et les deux ensemble, la smart tag va dire à la smart brick, ok bah là tu es en train d'activer un vaisseau. Et donc c'est là qu'il va déclencher les sons spécifiques du vaisseau ou les sons spécifiques du sabre laser. Et à ça, tu peux coupler un Smart Minifigure. C'est un personnage Star Wars qui a du coup ces attributs-là. Et dès qu'on le rapproche de la Smart Brick, il va récupérer les attributs aussi. Donc du coup, il sait que ah bah c'est Luke Skywalker qui vient d'être plugué. Donc du coup, tu vas faire les bruits de Luke Skywalker ou de R2D2 ou de Leia et tout ça. Donc en fait, cette brique, tu l'ajoutes à ton set Lego traditionnel, on va dire, genre ton X-Wing avec Luke Skywalker dedans. Et si tu commences à jouer, le truc, il va commencer à faire des bruits genre comme quand tu volais. C'est ça, il fait les T'as bruits la d'avion. phrase de Luke Skywalker qui va être prononcée par ton petit personnage et tout ça. Exactement. Putain, c'est stylé. Et il y a aussi des choses où, par exemple, sur le X-Wing, quand tu appuies sur le bouton, ça fait avancer R2D2 et la brique. Et en fait, physiquement, la brique sait où elle se situe. Et du coup, en avançant, elle sait que si j'avance, je tire. Attends,
R2D2, il avance tout seul. Non, t'appuies sur un bouton. Non, mais enfin, je veux dire, il a un moteur et tout ça. Non, en fait, quand t'appuies sur le bouton, ça actionne une commande qui fait bouger le R2D2 sur le set Lego. C'est toi qui le construis, tu sais. Ah, d'accord. Donc, t'as quand même des petits trucs motorisés en plus de la Smart Brick et tout ça. C'est un set où t'as plusieurs autres éléments techniques. T'as plein d'autres éléments. Après, par exemple, si tu mets R2D2 sur un canard et tu mets une Smart Brick dessus, le canard va faire les bruits de R2D2. Ouais. Parce que c'est lié. Ouais. Mais il détecte l'orientation, il détecte les mouvements, il détecte d'autres briques et d'autres personnages. Il peut réagir aussi avec la couleur. Ça, c'est un truc de fou. Ils nous ont montré une règle avec plein de couleurs différentes. Et quand tu bouges la brique, il capte la couleur. Et si tu as une autre Smart Brick, genre à l'autre bout de la pièce, quand tu es sur la couleur jaune, la Smart Brick va envoyer l'information à l'autre et va l'afficher en jaune. Putain, c'est stylé. Donc tu peux imaginer plein de scénarios en disant que tu as des Smart Bricks, des briques connectées un peu partout sur, admettons, ta ville Lego. Et bah quand ta voiture va arriver au feu rouge, et bah elle va devoir s'arrêter. Et quand ils nous ont montré une autre démo un peu marrante où tu as un flic qui est dans sa voiture de flic qui active ses gyros. Donc quand il conduit, tu as la Smart Brick qui joue la couleur du gyrophare et aussi émet le bruit. Mais quand il y a un voleur qui vient et qui dégage le flic, tu as le bruit du flic qui sort en gueulant, genre ah, tu vois, parce dans GTA, quoi. Comme dans GTA, parce que la Smart Brick a capté qu'il n'était plus détecté. Et quand le voleur a été mis dans la voiture s'est verrouillée. Putain, bref, il y a tellement fou. de choses à faire et la modularité faite avec ce truc-là, c'est incroyable. Et je suis en train de penser avec mon esprit hacker là, mais s'ils ouvrent les possibilités de développement oui, chez Lego, tout à fait. au Gap, ils l'ont déjà fait, hein, c'est pas la première fois qu'ils font des trucs. Alors, la Smart Brick, ça, c'est de nouveaux produits et tout, mais ils ont des sets et enfin, ils avaient des produits à l'époque sur lesquels tu avais du développement, tu pouvais faire des petits trucs et tout ça, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais oui, tu avais des petits modules. Tu faisais glisser, c'était du low code en fin de compte, tu avais des blocs qui te permettaient de faire des petits scénarios, si ceci, alors cela. Mais s'ils ouvrent ça aux développeurs, t'imagines, tu pourras faire tes propres sets Lego, tes propres trucs. Exactement. Il y a des mecs déjà, quand tu vois ce qu'ils font sans ça aujourd'hui, ils font des chaînes de montage. La chaîne de montage dans l'attaque des clones où ils assemblent, tu sais, les droïdes. T'avais ça taille, qui faisait une taille d'une pièce. Les mecs, ils font ça sur leur toile, c'est incroyable. T'imagines avec les Smart Bricks ce qu'ils peuvent faire. J'imagine trop aussi les détournements qu'il pourrait y avoir et du coup, je me dis trop que Lego va pas être assez fou pour. C'est sûr. Bah, déjà, en fait, ce qui va être chouette, c'est qu'ils vont l'ouvrir à beaucoup d'autres univers. Donc là, pour l'instant, c'est Star Wars, mais demain, ça sera Seigneur des Anneaux, ça sera etc. Horizon, etc. Donc ça va être incroyable le fait de dire, bah, tu peux coupler les briques entre elles, mixer les univers. Et pour les enfants qui ont toujours, enfin moi, j'ai toujours joué avec des Lego, j'ai toujours fait les bruitages Lego, ça va vraiment amplifier un peu ton imagination vis-à-vis de ce truc-là. Et je trouve ça vraiment chouette. On va avoir Yoda qui crie comme dans le Lego Star Wars. J'aurais voulu voir l'autre qui dit It's a trap. Ah oui, c'est vrai. Ça fonctionne en Bluetooth, en sans fil, donc ça c'est très chouette. Il faut qu'ils puissent faire les mises à jour et tout. T'as une autonomie de 45 minutes dessus si tu joues en mode ultra intensif, mais tu peux le recharger en les posant sur un bloc sans fil. Et ce qui est chouette et ce qu'ils ont pas trop communiqué dessus, c'est que ça fonctionne pas avec une application, dans le sens où pour les enfants, tu le sors du kit, ça fonctionne. Par contre, t'as une sécurité parentale où le parent peut installer l'application Lego et gérer ce qui se passe sur la Smart Brick, faire les mises à jour, etc., etc. Par contre, je me dis, en vrai, caler tout ça, parce que la brique, tu vois la taille que ça fait, hein, le 2x4, c'est vraiment pas une grosse brique, avec tous les capteurs, la batterie, le haut-parleur, c'est quand même relativement... Tu vois, c'est velu comme truc, ils sont très forts. Ouais, ça a l'air technique. Bah, j'ai vu beaucoup de personnes alors pas sous ma vidéo YouTube, pas pour l'instant en tout cas, mais sur d'autres contenus qui disaient ouais, franchement, c'est de la merde, tout le monde se. Oui, tout le monde se pinaille là-dessus. Se pinaille sur une technologie qui a 150 ans. Et alors, c'est vrai, les capteurs et tout, c'est vrai que c'est relativement vieux. C'est des trucs que tu peux acheter, j'en ai même eu, tu sais, des trucs que tu peux faire sur Arduino, etc. Par contre, le miniaturiser et l'opérer comme ça dans les univers tels que Lego peut les proposer. En vrai, je trouve ça cool, moi. Ça va dépendre encore une fois du prix auquel c'est vendu. C'est toujours pareil, je reviens sur mon 80 € ou 89 €, je crois, le set avec le X-Wing, les personnages et la station et d'autres trucs. Ouais, et tu payes la licence Star Wars. En général, les Lego Star Wars sont quand même relativement chers. Donc, c'est pas
hors de prix pour un set traditionnel, quoi. Non, et moi j'ai trouvé ça plutôt cool, alors que je vous dis depuis tout à l'heure, je suis un vrai imposteur, je n'ai aucun affect avec Lego, parce que je n'en ai jamais fait. Et Star Wars, j'aime bien, mais je suis pas non plus le plus grand méga fan, mais je trouve que l'idée est cool. En tout cas, c'est bien d'essayer d'accompagner avec son temps, comme on le disait un peu en intro. Les enfants aujourd'hui, c'est les écrans, c'est les machins et tout. Et je trouve que ça permet de faire perdurer un truc qui est là depuis des années et des années et de le faire évoluer pour qu'il soit adapté à la jeunesse d'aujourd'hui avec la technologie qui nous entoure, quoi. Ouais, et puis peut-être que ça pourra permettre d'éviter à ces enfants de succomber hyper vite aux écrans parce qu'il y a ce truc-là qui est interactif, qui fait du bruit, qui donne envie. Tellement. Je sais pas, franchement, ça peut être cool. Hâte de voir ce que ça va donner. A priori, je devrais recevoir les sets, donc je vais tester ça aussi de mon côté. Très chaud. Et tout ça. Très très chaud. Donc, j'ai hâte de jouer avec des briques. Finalement, dans ce bloc de modularité, je voulais vous parler de Sony et Honda qui ont collaboré ensemble, et ce depuis un moment. Il me semble qu'en 2019, quand on était allé au CES, on en parlait déjà. Oui. La collaboration. Non, je crois que c'était au Mobile World Congress qu'on avait vu une. Ah, je suis pas sûr, je crois que c'était au CES. Je crois que c'était au CES. De leur véhicule électrique qui s'appelle le Afila. En fait, Sony Honda Mobility s'est associé, du coup. Oui. La division Sony, la division Honda se sont associés. Surtout ce que je veux juste dire avant. Le véhicule électrique. Ouais, exactement. Surtout que ce que je veux dire avant, c'est que nous, quand on la voit il y a des années en arrière, parce qu'on l'a vu, je me souviens, à la base, ils avaient dit Sony, on n'est pas du tout intéressé par le monde de la voiture, mais on voulait tester pour un concept, voir ce que ça pour voir ce que ça pourrait donner. Juste mettre notre soft et on voit. Et je crois qu'à l'époque, on parlait peut-être quoi de PS4 PS5 hein. Non, PS5. Hein. Non, je crois que quand nous, on découvre le truc, la PS5, elle n'est même pas encore sortie quand ils ont montré le premier proto. T'es si loin que ça? Alors, je sais pas, à vérifier. Ça me donne le doute, mais je crois que c'est PS5. Mais vas-y. Pour vous remettre dans les grandes lignes, l'Afila, c'est la berline électrique de luxe de l'alliance entre Sony et Honda. On parle d'un véhicule qui sortirait du coup cette année, ils l'ont annoncé là, autour des $102 900 pour la collab. Et du coup, les premières livraisons seraient en Californie fin 2026, donc pour l'instant qu'aux États-Unis. Et l'avantage, c'est que c'est un véhicule qui est conçu sur la plateforme technologique, comme une plateforme technologique roulante, avec les informations Sony. Et ce qui est chouette, c'est que dedans, tu peux accéder par exemple au Remote Play de la PS5 pour jouer à tes contenus. Mais c'est une voiture full connectée, équipée avec 2 écrans à l'arrière, un bête d'écran à l'avant. Il y a des choses cool, comme par exemple le fait que tu puisses personnaliser entièrement l'habitacle, et même la personnalisation, admettons que tu choisisses le thème The Last of Us, ça change tout le thème de la voiture. Et même devant, ils ont prévu une barre devant sur le pare-choc qu'ils appellent la Media Bar. Ça va même changer le logo qui est dessus. J'ai vu ça. Donc tu as le logo Afila de base. Ça c'est banger. Mais si tu mets le thème Honda Racing, et bah tu vas avoir le logo Honda RC, RSC, un truc comme ça. Enfin bref, Honda Racing devant et ainsi de suite. Enfin, tu as une vraie personnalisation là-dedans. En plus du fait que tu vas avoir une personnalisation assez incroyable de l'habitacle en lui-même. Tu vas avoir, c'est une voiture ultra connectée, donc tu as 40 capteurs, des caméras, des lidars. Tu as carrément sur la voiture, ils ont même pas dissimulé tellement c'est énorme, les lidars qui sont posés devant, au-dessus du pare-brise. Tesla Wish They Could. Petite question, pendant que tu parlais, j'ai été regarder. En 2020, la PS5 est sortie? Oui. Ah bah ok. Parce que nous, on l'a vu sans doute en janvier 2020, et à l'époque, ça s'appelait la Vision S. Ah, ok, mais du coup, il y avait bien la PS5, ok. Il me semble. Hein. Il faut qu'on vérifie l'information, mais il me semble que c'est ça. Ouais. Donc bon, bah écoute, c'est super cool. Je voulais aussi en profiter pendant que tu parlais de ça, d'un autre partenariat qui a fait beaucoup de bruit lors de ces CES, qui n'a pas été sans doute montré dans le salon, mais qui a été annoncé par Nvidia lors de sa keynote. Eux, ils ont annoncé un partenariat avec Mercedes et ils ont fait ensemble la voiture qui a été apparemment qualifiée comme étant la voiture la plus sûre du monde. Donc voilà, l'idée c'est que c'est une Mercedes qui est propulsée par la technologie Nvidia. Donc c'est le modèle CLA et on parle d'un modèle qui dispose quasiment de deux cerveaux à l'intérieur. On va retrouver un petit peu ce qu'on retrouve dans la conduite de la voiture autonome type Tesla. Mais en plus, là, Nvidia a rajouté donc son interface dedans qui va avoir un modèle de raisonnement, c'est-à-dire que la voiture, elle sera capable de faire des opérations,
mais en sachant, enfin en raisonnant pourquoi elle fait ces opérations et pas juste parce qu'elle aura bouffé 1 milliard de données et qu'elle aura appris sur la route. Donc, on nous parle d'un calendrier qui est quand même assez proche puisqu'elle arriverait au premier trimestre aux US là, très, très prochainement, suivi au second trimestre en Europe et au troisième, quatrième trimestre en Asie. Donc ça, c'est plutôt assez dingue. Mais je trouve que la voiture connectée, ça y est, hein, est vraiment là. Et je pense que ça va être la grosse tendance de 2026-2027. C'est la voiture autonome, mais surtout le self-driving qui arrive. En janvier, là, normalement, Tesla... Il y a des tests en France, ouais. Ça a déjà commencé, du coup, en décembre. Normalement, c'est censé être validé ce mois-ci. Donc, on verra ce que ça va donner avec l'État français. Mais la voiture intelligente, pour le coup, oui. On a vu des protos depuis des années. Et là, ça y est, on y est, quoi. Après, j'ai l'impression que la législation, en fait, c'est elle qui fait beaucoup plus traîner le truc Bien que sûr. la technologie en elle-même. Mais en France, t'inquiète, Ah ouais. hein, là, pour le coup, ça, je peux t'en parler sur tout un tas de sujets liés à la cyber, à la tech en général. Et je vais pas m'étendre là-dessus. Ce sur quoi je vais m'étendre, par contre, c'est le fait que ce soit Mercedes qui soit positionné là-dessus. Mercedes, historiquement, dans la fabrication automobile, ça a toujours été des innovations technologiques, que ce soit pour la sûreté, le confort, le bruit, la technique, etc. C'est les leaders. La première voiture à injection, la SLR, qui est, je crois, la voiture la plus chère du monde aujourd'hui, qui doit avoisiner les... non, la 300 SL, pardon, je dis des bêtises, qui doit avoisiner, je crois, les 130 millions d'euros, quand même. C'est la première voiture à injection, voilà, qui est encore... un banger qui est des voitures la plus rapide de tous les temps et tout. Il y en a pas mal des exemples comme ça avec toutes les classes S qui sont sorties. Mais c'est intéressant que pour une fois, ce soit eux qui se repositionnent dans un segment qui est technologique, plus que de l'innovation purement technique ou purement esthétique. Ouais. Bah, sécuritaire aussi, hein, ils faisaient des trucs sur la sécurité. Mais c'est vachement intéressant. Et d'ailleurs, il y a un truc aussi que je voulais mettre en parallèle avec ça, c'est que Nvidia a annoncé un partenariat avec Siemens et Foxconn. Et en gros, c'est quoi que je veux mettre là-dedans? C'est en fait l'idée de construire des usines gigantesques. Et en fait, c'était très drôle parce que tu avais Jensen Huang, le boss de Nvidia, qui parlait à ses robots en leur disant comment ils allaient être fabriqués. Et en gros, l'usine, aujourd'hui, ça serait pour lui, dans sa vision, ni plus ni moins qu'un énorme robot géant qui fabrique des petits robots. Donc, c'est assez fou la vision qu'a Jensen Huang là-dessus. Et on voit aussi beaucoup de robots qui commencent à atterrir dans les usines d'automobiles. Ça risque de détruire des emplois, mais ça va être intéressant de voir un petit peu quel va être l'impact si en 2026, on va avoir un peu un aperçu de ce truc-là, ou si c'est un peu peut-être plus long terme. Et quand tu parles de robots autonomes, alimentés par IA, etc. Parce que des robots dans les usines, il y en a déjà... de robots. Pas juste des robots d'assemblage, quoi. Exactement, ouais. Et bah parlons des robots, puisque c'était une des grandes thématiques du CES. Et pour vous dire, il y avait carrément un hall complet rempli de robots en tout genre. Ça me régale. Par exemple, j'ai vu des robots qui se boxaient la gueule. Ah, c'est Real Steel, ça, je connais. Tu te rappelles de Real Steel? Ouais, Real Steel. Avec Hugh Jackman. Tu te rappelles pas de ce film-là? Non. Où ils ont des robots qui se battent et en fait ils font du shadowboxing. Ils sont branchés à un boxeur. Tu l'as pas vu, Real Steel? Faut que je le regarde, c'est un banger. Putain. Ah, pour le coup, celui-ci, c'est vraiment un banger. Et bah là, il y a un mec qui se battait avec un robot qui lui mettait des patates et tout ça. Ben bref, il y avait ça. Il y avait un robot qui jouait au ping-pong. On avait déjà fait un bras qui joue au ping-pong et je l'avais affronté machin. Là, tu pouvais pas y aller, malheureusement. Mais c'était un vrai robot qui jouait, qui s'appelait, je crois que c'est la marque qui c'était Sherpa. Et en plus de ça, c'est Sherpa parce que c'est pas cher ou... Ah non, ça va être cher. Non. Ah, t'es trompé. Non. C'est pour ça que l'ordre des mots, ils ont bien choisi. C'était cher. Il y avait ça, et puis surtout, LG a dévoilé son robot Cloud. Je crois que c'est ça, Cloud. LG Cloud, qui est dans les nuages. C'est vrai, Claude, ça frôle le procès quand même. Mais... Alors, avant, ils avaient présenté leur gamme Chloé. Encore une fois, je sais pas, c'est leur. Cloud. Non, CLOI. Je connais Ça, c'est leur gamme qu'ils avaient présentée il y a des années dans les premières versions du CES qu'on faisait. C'était déjà là, les robots guides, les robots serveurs, les robots logistiques et tout ça. Et là, ils ont sorti Claude, donc CLOID, qui est leur version du robot, leur robot humanoïde, qui n'est pas un robot humanoïde. Ok, mais ça doit être un amalgame de clone et de droïde, Cloid ou un truc comme ça, non? C'est possible. J'avoue, j'ai pas le fin mot du nom. Il s'est mis en mode R&D Rewan, il a dit alors attends, vas-y, Cloïd. Parce que Chloé, j'ai pas la vision, et Cload, je trouve ça immonde, donc j'essaie de rationaliser le truc là. En tout cas, c'est un robot qui est conçu pour évoluer dans des environnements réels, la maison, le bureau, l'hôtel, les espaces publics. Alors il sert à quoi? Si par exemple tu veux plier ton linge et que t'as 45 minutes devant toi, il peut le faire.
Ok. Pour plier un t-shirt. Hein. Il est turbo lent. Ah ouais. On a vu les démos, franchement, il est turbo lent. En fait, mais est-ce qu'il se casse la gueule ou pas? Quand il le fait bien? C'est la 56K de la robotique. Il le fait bien, mais en fait, si tu veux, c'est un robot avec une base avec des roues. Okay. Et en fait, c'est pas un robot qui prône je suis humain. C'est un robot qui est un robot, quoi. Il a la gueule d'un robot. C'est les robots serveurs un peu, non? C'est pas ceux que tu vois avec les plateaux, tout ça? Il a quand même plus la gueule d'un vrai robot dans le sens où il est un peu mignon. T'as envie un peu de dire comme bonjour. Ce que j'ai vu là du côté de chez TCL aussi, qui est un truc. Ah ok, d'accord. Ça ressemble un peu au robot. On avait un truc un peu comme ça en France. Je vois pas comment il peut plier du linge, mais vas-y. Et ben en fait, il a des mains vraiment articulées avec 5 doigts pour pouvoir manipuler les choses. Donc interagir dans votre environnement. Évidemment, il a une navigation autonome. Il a des caméras, des capteurs, des lidars, etc. Il a une capacité à cartographier ta map. Enfin bref, c'est un robot qui est là, qui est fait pour être chez toi ou dans des bureaux. Malheureusement... il est un peu chiant, quoi. En fait, il y a TCL aussi qui propose un truc comme ça. C'est un espèce de robot ludique qui s'appelle Amy. Donc, ça s'écrit AIME. Et en fait, pareil, en fait, ce qui était drôle, c'est que... Alors, je vais citer ma source. Je l'ai vu dans une des vidéos de Jérôme Colombin, Le Monde Numérique, qui faisait le tour du CES. Et en fait, ce qui est très drôle, pourquoi je raconte ça, c'est que le mec de TCL, qui était français, là, pour le coup, il bégayait un peu à essayer d'expliquer à quoi sert un peu ce robot. Et c'est là où je pense que nous, on regarde ça avec notre prisme d'Européens, ou voire même d'Occidentaux. Il faut savoir que la relation entre les robots et nous, c'est pas la même que la relation entre les Asiatiques et les robots qui, eux, ont un côté un petit peu vraiment... c'est un Pokémon pour eux. On l'avait vu avec le chien de Sony. Ouais. Ils avaient sorti un chien qui coûtait très très cher, qui était un vrai chien robot, donc il avait la gueule d'un robot. Mais par contre, les gens l'adoraient. C'est un truc de fou. Ils dépensaient, je sais plus, c'était 7 ou 8 000 euros pour l'avoir. C'est incroyable. Il y a vraiment, je pense, un marché. Et puis, il faut aussi se rappeler d'une chose, c'est que la population vieillit de plus en plus. Et je pense qu'en France aussi, on est malheureusement bien placé pour le savoir. Et que ce genre de robot, genre juste de compagnie, pourrait trouver une voie. C'est-à-dire que pour nous, là, aujourd'hui, ça nous paraît un peu lunaire de se dire, mais attends, s'il n'a pas une fonction utilitaire autre que genre juste tenir compagnie, osef de ton robot. Non, mais je pense qu'il y a un truc comme ça qui est en train d'un peu d'envahir un petit peu nos esprits, là. Pas forcément que utilitaire. Enfin, s'il y a du divertissement et tout, c'est cool. S'il peut aider, tu vois, les personnes plus âgées que tu mentionnais à être un peu plus autonomes, etc. Ok. Sauf mais que là, il tu vois, regarde. Il y en a aucun qui fait ça bien. Tu ouais, vois. mais dans le débat, tu reviens sur la notion d'utilité. Bien sûr. Alors que là, pour ces robots-là, par exemple celui de TCL, il me semble que genre il a même pas de bras ni rien. C'est un espèce de mignon, robot. quoi. Il est dans un œuf. D'ailleurs, il circule dans un espèce d'œuf. Et il est juste, en fait, pour moi, c'est limite, tu vois, Google Assistant que tu as là posé là dans ton coin là, et ben c'est limite ça, mais avec des roues et qui tourne autour de toi et qui est capable de te parler, de te mettre de la musique ou un truc comme ça. Ouais. Et je pense qu'il y a cette notion de différente où, du coup, de toute façon, l'adoption des robots va très certainement arriver en premier lieu, et c'est déjà un peu le cas, plus ou moins, parce que même quand tu regardes les TikTok et tout là, je vois pas mal de robots qui traînent dans les rues, et souvent c'est soit aux États-Unis, soit quand même la plupart du temps c'est en Asie, beaucoup. Parce que je pense que pour eux, ça paraît plus naturel que ces trucs-là envahissent l'espace. Là où pour nous, je trouve qu'en Europe, on a quand même ce regard un petit peu, tu vois, les gens sont un peu en se disant, ouais, on voit côté Terminator, tu vois, on n'est pas très à l'aise, c'est un peu la vallée de l'étrange et des choses comme ça, quoi. À contre-courant, il y a Jenny, un chien robotisé qui est considéré comme le plus réaliste au monde, qui a été montré là-bas. C'est l'entreprise, si je dis pas de bêtises, Tombot qui le commercialise. Et l'idée, c'est de dire pour les personnes qui sont à mobilité réduite ou dans les hôpitaux ou les personnes âgées qui veulent du coup discuter avec, en tout cas interagir avec quelque chose, quelqu'un, avec un animal, etc. Et on le sait, les animaux, généralement, ça aide vachement. Et ces personnes-là peuvent utiliser ce chien qui a d'ailleurs été imaginé par Tom Stevens, qui est la personne du coup en charge, il me semble, des Muppet Show aux États-Unis. Okay. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça, mais en tout cas, il est ultra réaliste. Et il a des vraies interactions en fonction de ce que tu lui fais. Et l'avantage, c'est que t'as pas à le sortir, quoi. T'as pas à le sortir, exactement. Donc, il faut le charger par contre.
Elle est où la prise? Non, mais tu sais où elle est. pour le coup, et t'as pas toutes les problématiques que tu peux avoir, genre, tu sais, genre, je sais pas, les bactéries ou autres qui pourraient laisser un vrai animal. Et je pense que dans le médical, il y a un vrai truc à faire. C'est un vrai marché, en fait, quelque Exactement. Donc, ouais, les robots, ça commence à venir. ouais. Puis on en avait parlé avec One X Technology qui était censé sortir un robot en 2026. Enfin, Ouais, mais je voudrais avoir ton avis. Est-ce que, du coup, t'as senti qu'on est proche d'un monde de la release. où ça arrive dans le grand public, parce qu'on a bien compris que d'ailleurs le B2B va en bénéficier, c'est déjà le cas, et c'est juste qu'eux, ils vont passer aux étapes au-dessus. Est-ce que le fameux robot majordome dont on pense tous là... Franchement, non. Bah après, des démos que j'ai vues, non, c'est clair que non. Dans le B2B, c'est sûr, parce que ça va vachement aider dans le médical, dans tous les univers où on peut avoir besoin d'un assistant, ou même dans les aéroports, par exemple, pour guider. Ouais. Mais il y a un truc qu'on n'a pas dit en plus, c'est qu'il y a encore une grande majorité de ces robots-là qui sont téléopérés en fait. Bien sûr. Ah, c'est clair, bien sûr. Donc tant qu'ils seront pas autonomes, voilà. Ouais, et puis bon, il faut que ça soit autonome, il faut que ça soit pertinent, il faut que ça prenne pas trop de place non plus. Si je reprends l'exemple du LG Cloud, par exemple, c'est énorme. Donc dans un appart, par exemple, t'oublies. Donc bref, il y a beaucoup de contraintes, et honnêtement, aujourd'hui, je pense pas que ça sortira en 2026. 2027 peut-être, mais bon, je mise plutôt en 2028-2030, tu vois. Pour que ce soit vraiment un robot genre One X Technology humanoïde qui arrive chez toi, qui soit full autonome. Et on sent que les constructeurs, ils sont encore mi-figue, mi-raisin sur que ça va envahir le marché grand public, parce que le mec de TCL, justement, en parlait. Il disait en gros, genre, on teste, mais parce qu'on y croit. Mais on ne sait pas, tu vois, c'est pas encore une certitude. Finalement, je trouve que cette année, la tech assume vachement son côté design. En tout cas, ils vont chercher l'originalité. On va pas être dans le réplica de ce qui se fait. On va essayer de trouver sa propre identité. Et Samsung l'a très bien montré sur leur stand. D'ailleurs, c'était la première année où ils étaient complètement détachés du CES. Ils étaient dans un hôtel où ils ont fait un truc gigantissime. Enfin bref, ils ont été trop forts là-dessus. Il y avait par exemple leur nouvelle techno qu'on a vu d'ailleurs sur tous les stands, le fameux RGB. C'est un peu le nouvel OLED, le nouveau héros de l'OLED. Et alors, ils ont présenté ça super beau. Enfin, est-ce que c'est au niveau de l'OLED pour toi? Écoute, de ce que t'en as vu dans de ce que j'ai vu, c'est dans un salon, donc c'est un peu compliqué de le juger, mais c'est vrai que c'est une techno qui a l'air chouette. Après, ça va être cher, donc à voir comment ils vont se positionner et comment ça va s'ajuster. Mais par contre, ils ont montré le modèle RGB du coup, version 130 pouces, avec un cadre spécifique pour ce modèle, qui a priori sera pas vendu, mais il faut vraiment qu'ils le vendent. C'était sublime, franchement, le cadre. Et justement, ça rebondit avec le fait qu'ils assument vachement ce côté design qui est hyper travaillé. On l'a vu avec les frames et tout, c'est limite un peu dans la mouvance du frame. Ça commence à arriver, je trouve, dans l'ADN de Samsung, de créer un produit original de par la technologie, mais aussi en alliant le design. Et ils l'ont très bien montré aussi avec je trouve, un produit qui est vachement passé en dessous des radars de beaucoup de personnes. Leurs enceintes, les studios musique 5 et 7, c'est des enceintes connectées, et ils ont ce qu'ils appellent adopté le format le DOT concept. Et en fait, ils ont bossé avec un artiste qui s'appelle Erwan Bouroulek, qui est un artiste français en plus de ça, pour justement travailler sur ce design et le développer. Je vous invite à aller voir ma vidéo dessus, parce que sur les retours des tops innovations du CES, parce que je vais beaucoup plus en détail là-dessus et je vous l'explique. Mais globalement, chez Samsung, ils ont vraiment bossé ce design pour que ce soit un petit peu dans l'air du temps, que ça s'intègre vachement bien dans un environnement, et chez beaucoup de personnes, en plus de ça, que tu aies je sais pas, un décor ultra moderne ou très brutaliste, ou au contraire très chargé, etc. Ça peut s'infiltrer là-dedans. Donc surtout qu'on peut rappeler que quand même Samsung vous ferait bien de vous y intéresser côté audio, parce qu'ils ont quand même des maisons comme JBL et Harman, donc il y a quand même aussi une vraie expertise niveau son. Ça sera pas juste des beaux objets, il y aura une vraie qualité sonore. Exactement, ouais, franchement, Samsung commence vraiment à prendre les choses sérieusement. Et tu vois, là où il y a quelques années, je trouvais que Samsung s'étouffait un petit peu avec ses produits, à vouloir faire trop de gammes différentes, à vouloir faire trop de choses les uns à côté des autres. Je trouve qu'ils commencent à retrouver un petit peu cet équilibre juste entre la technologie est chouette et mature.
on propose des nouveautés intéressantes, peu importe le domaine. On parlait des télés, on parle des enceintes, mais on peut aussi parler des vidéoprojecteurs avec le Freestyle Plus qu'ils ont annoncé, mais aussi avec les frigos connectés, leurs fours et tout ça. Évidemment, il y a une couche d'IA qui veulent rajouter en disant ça fonctionne super bien, tout ça. C'est pas forcément le cas, mais en tout cas, c'est des produits qui fondamentalement marchent bien, même si cette fonctionnalité doit être développée. D'ailleurs, eux aussi intègrent Gemini maintenant dans ces IA-là pour les faire fonctionner. C'est devenu des grands copains avec Google, hein. C'est Galaxy tous. AI, tout Quand ça. Quand j'entends IA dans ces trucs-là, je souffle maintenant. Google, c'est le sang, jusqu'à ce que ça change, parce que par le passé, c'est déjà arrivé où ils voulaient se tirer un peu dans les pattes, mais en attendant, pour l'instant, Google, c'est le sang. Complètement. Mais en tout cas, ouais, ils commencent vraiment à trouver ce bon équilibre, je trouve, et Samsung redevient pertinent sur le secteur de la tech. Alors, non pas qu'il l'était pas avant, notamment avec des innovations avec le Z Fold et tout ça, mais je trouvais qu'il y avait un moment de flottement, et là, ils ont commencé à passer la barrière de « Ok, on commence à devenir cool ». Et je pense que ce terme cool peut être important dans leur passage sur 2026 et autres. Un dernier petit acteur que je voudrais qu'on suive en 2026, rapidos, c'est Intel qui a fait des annonces au niveau de la partie laptop. Et tu sais, on en a déjà parlé, il y a beaucoup une bagarre entre ARM qui a un peu plié le game face à l'architecture x86 de Intel. Et ben là, ils ont montré des choses intéressantes, notamment sur la partie graphique GPU. Franchement, ça serait trop long à vous en parler là et très technique. Mais allez voir, je trouve que c'est intéressant parce qu'on pensait avoir enterré Intel avec ses processeurs. Et ben, il semblerait qu'ils veulent se mettre au niveau et montrer qu'ils sont capables de faire aussi bien que Qualcomm et que Apple avec ses puces M. Ça va être un acteur intéressant de voir si les promesses seront tenues ou pas. 2026, les laptops Intel, ça peut être intéressant. Ça contrecarrera peut-être le problème de RAM et de GPU qu'on a. Ouais. J'y crois, zéro. Ouais. C'est clair. En tout cas, voilà, c'est pas toutes les meilleures innovations, mais je trouve que c'est des bonnes directions qu'on a essayé de résumer ici, les plus cohérentes et celles qui ont vraiment du potentiel réel à voir le jour en 2026 et en tout cas qui sont tangibles. On sent que va y avoir un après ça. Ouais. Le vrai gagnant en 2026, c'est pas le produit, mais c'est vraiment l'idée que la technologie devient discrète, contextuelle et spatialement intelligente. Voilà, je trouve que ça récap un petit peu bien l'épisode. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre le compte Instagram si ça vous fait plaisir, surtout à utiliser la bulle vocale et interagir sur ces nouvelles technologies. Si jamais vous avez si vous avez vu des petites innovations que vous voulez nous partager, n'hésitez pas. Il nous faut plus de bulle vocale en 2026. On veut en ça 2026, faut qu'on vous entende là. Chacun vous entendre. On veut les gens, on veut les blazes, on veut Vous tout. avez des choses à dire, on sait bien. Ouais. N'hésitez pas à aller poser la question. Quentin, il les met régulièrement en story, vous met le lien, franchement. Allez-y, soyez pas timides. Nous, on aime bien vous entendre et on aime bien interagir avec vous. Plein d'étoiles dans les yeux aussi. Et les 5 étoiles, exactement, sur vos plateformes de podcast préférées. Ça nous fait toujours plaisir. En tout cas, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Bubble. Ciao.